Les gens me demandent souvent est-ce que j'ai vendu au bon prix, est-ce que je suis content de la vente, tu vois. Et en fait, dans ma tête, moi, je suis content quoi qu'il arrive parce qu'en fait, j'ai vendu pour retrouver ma liberté. Et en fait, la liberté, elle a un prix dingue, mais on se rend pas compte tant qu'on l'a pas payé. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'es stressé ? Mais je veux bien faire. Je suis un peu stressé, ouais. Tu sais que c'est la question que je pose toujours aux gens en premier dans l'histoire d'argent. Donc là, t'es en train de me la poser. Oui. C'est magnifique. C'est drôle ou pas ? Oui, je trouve ça plutôt pas mal, car effectivement, je suis stressé de t'interviewer, Fabrice, pour ton propre podcast, Histoire d'argent. Mais pourquoi tu veux faire ça déjà, pour commencer ? Je veux faire ça parce que je suis ravi que tu nous aies fait l'honneur d'intervenir dans notre magazine. Mais l'honneur d'intervenir dans notre magazine Odyssée, qui est un magazine à destination de personnes créatives, de personnes à leur compte, de personnes entrepreneurs. Et on fait un numéro sur l'argent. Et donc, il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée de te demander de venir dans le magazine raconter tout ce que tu as appris lors des interviews d'Histoire d'argent. Eh ben, dis donc. Et donc, t'es Alexandre Dana. Et je m'appelle Alexandre Dana. Pour les gens qui te connaissent pas. Et j'ai monté une entreprise qui s'appelle Live Mentor, qui fait des formations en ligne pour entrepreneurs et qui est à côté à ce magazine papier Odyssée, sur lequel on explore un thème différent tous les 2 mois. Et là, ça va être l'argent. Tu nous as raconté plein de choses incroyables dans l'interview. Moi, j'ai eu la chance de la lire. Ah ouais. Et au moment où on diffusera ce podcast, je pense que le numéro sera en ligne. Mais ça m'a donné envie de venir t'interviewer chez toi pour savoir ton rapport à l'argent à toi. Est-ce que t'es prêt ? Bah oui, je t'ai dit que c'était ok, donc c'est cool. J'en profite pour dire avant tout que, avant ça, on a fait ensemble un épisode d'Histoire de succès aussi, si les gens veulent découvrir un peu plus ta personnalité. Et un épisode génial. On parle de plein de trucs, on parle de cirque, on parle de trapèze, on parle de voyage du héros, on parle de plein de trucs. C'est vrai, et on avait enregistré ce podcast chez moi, dans mon appartement, et là on est chez toi aujourd'hui. Donc on peut dire publiquement qu'on vit ensemble. Hein, ça y est, les rumeurs sont parties. On peut le dire à ton audience. Alors je me suis beaucoup interrogé sur la première question que j'avais envie de te poser. Je crois que c'est la première fois que tu te fais interviewer sur ton propre podcast. Pour l'argent, ouais. Ouais. Et je me suis dit que j'allais commencer avec une question très classique. J'aimerais que tu te présentes, que tu racontes ton parcours à ton audience, parce que quelque chose que j'adore chez toi, ton podcast est devenu mon podcast préféré. Je le dis à tout le monde, Histoire d'argent, c'est mon podcast préféré. Ça y est. C'est mon podcast préféré. Et j'ai regardé les statistiques sur Spotify, on peut voir. J'ai écouté tous les épisodes en intégralité. Mais ce que j'adore justement chez toi, c'est que tu te la ramènes pas, pour parler clairement. Tu parles pas de toi dans tes podcasts, alors que, on va pas les citer, mais certains podcasteurs ont tendance à beaucoup parler de leur parcours. Mais ce qui fait qu'au final, on te connaît pas trop. Et comme là, c'est toi qui passes sur le grill, je voudrais te poser comme question de te présenter aux auditeurs. C'est marrant parce que moi, j'ai la sensation de parler beaucoup de moi. Mais en fait, je le dissémine dans des toutes petites anecdotes. Mais c'est souvent en rapport direct avec ce qui se passe pendant la discussion, où j'ai la sensation que ce que je vais apporter va amener un truc en plus à l'auditrice ou à l'auditeur, voire même à l'interlocuteur ou l'interlocutrice que j'ai en face de moi. Mais c'est en fait, donc déjà pour expliquer, peut-être t'écoutes pas Histoire de succès, mais ça viendra peut-être. Mais en fait, j'ai fait l'épisode 100 d'Histoire de succès est un épisode où j'ai raconté mon parcours avec Mademoiselle, etc. J'ai été interviewé par Mimi, qui était la rédac chef à l'époque de Mademoiselle, qui a quitté aujourd'hui, et avec qui j'ai bossé pendant 10 ans. Donc déjà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter. Mais c'est vrai que ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai
j'ai fondé en 2005 ce média web qui s'appelle mademoiselle.com, qui s'appelle toujours mademoiselle.com, que j'ai géré pendant 15 ans, autofinancé totalement. C'est très important que je précise autofinancé parce qu'on est dans l'histoire d'argent et que c'est un vrai sujet. Tu avais quel âge quand tu as lancé Mademoiselle ? J'avais 28 ans. Tu avais donc travaillé un peu en CDI avant ? Ouais, j'avais travaillé pendant 7 ans dans une boîte qui s'appelle Pimki, qui est une marque de fringues assez connue, qui a plein de magasins en France et partout en Europe. Et je suis rentré là-bas en 98 pour m'occuper de leur site web. Et en gros, de fil en aiguille, j'ai assez rapidement monté un média web de marque, qui était d'ailleurs amarqué de Pimki, qui s'appelait Move & Be, qui était un peu l'ancêtre de ce que je voulais faire avec Mademoiselle. Donc il y avait à la fois de la communauté, il y avait bien sûr de la mode avec dans la rubrique mode, quoi, mais on parlait aussi de cinéma. Enfin, tu vois, on parlait de plein de choses qui avaient strictement rien à voir avec le business de Pimki. Et j'ai fait ça entre 98 et 2005. Ça m'a donné l'occasion et l'envie de découvrir plus ce qui se passait autour de l'univers féminin, et de me rendre compte aussi à quel point les magazines féminins à l'époque étaient vraiment nuls, avec un point de vue extérieur de mec, tu vois, mais pourquoi vous lisez ça, et à quel point ces magazines ne reflétaient pas du tout les femmes que j'avais autour de moi, les jeunes femmes que j'avais autour de moi. Et donc je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire un magazine qui raconte pas de bullshit à leur lectrice. C'est ce que j'ai fait en 2005, quoi. T'avais des économies de côté quand t'as lancé cette entreprise à 28 ans ? Déjà, j'étais marié, mais oui, j'étais marié. T'étais marié. Donc, on s'est rencontrés avec mon ex-femme aujourd'hui, parce qu'on s'est séparés, en 95. On était encore au lycée tous les deux. Elle avait 17 ans, elle avait 15 ans et moi j'avais 17 ans. Et donc en fait on avait en 2005, ça faisait déjà 10 ans qu'on était en couple quand on s'est lancé. Enfin, quand je me suis lancé, elle s'était lancée dans son propre business 1 an auparavant. Elle avait monté une agence immobilière. C'est marrant d'ailleurs parce qu'avec le recul, elle avait des scrupules à se lancer, parce que pour elle, c'était pas son objectif de vie. Et en gros, elle culpabilisait de lancer sa boîte avant que je lance la mienne, tu vois, à l'époque où j'étais encore salarié. C'est marrant ce truc, mais effectivement on avait pas d'économie, enfin on avait quelques économies, mais en fait on avait déjà eu la chance de pouvoir acheter un appart très tôt, parce que sa famille à elle ses parents lui avaient filé un apport, tu vois, pour nous permettre justement de pouvoir acheter un appart. Et moi je m'étais endetté avec un prêt, avec mon CDI, quoi, à l'époque. Et en gros, quand on se lance, quand je me lance et quand elle se lance, on a déjà acheté une maison à l'époque, tu vois, une petite maison, mais une maison de ville, mais une petite maison. On n'avait pas beaucoup d'économies, mais en gros, on était déjà dans un truc de faut y aller, let's go, quoi. Donc t'avais un prêt à rembourser quand même. Ouais. T'as pas d'enfant à l'époque ? On crée l'enfant le jour de Mademoiselle, du lancement de Mademoiselle. Donc, ouais. L'histoire, ouais. Donc, l'histoire est véridique. Donc, au moment du lancement de ton entreprise, t'as un enfant qui arrive ouais. assez tôt dans l'affaire, avec les coûts que ça implique. Ouais. Pour avoir tous les détails, rupture co, à ce moment-là, est-ce que t'as le chômage pendant 2 ans ? Non, il n'y a pas de rupture co à l'époque. Pas de rupture co à l'époque. 2005, ça n'existe pas. Ce que je fais, c'est que j'ai même pas envie de demander de négocier un départ. Je claque ma démission. Et j'apprendrai par la suite que la DRH, que je connaissais un peu, avait attendu pendant 1 semaine avec ma lettre d'œdème sur le bureau en attendant que je vienne négocier mon départ. Ça en dit long déjà sur mon rapport à l'argent. Ça te fait marrer. Mais en fait, à l'époque, il n'y a pas de rupture conventionnelle. On peut remercier. C'est Sarkozy à l'époque. Non, c'est Hollande qui a lancé la rupture conventionnelle. Non, en tout cas, le truc qui est cool, c'est que Sarkozy a instauré ce truc où quand tu lances ta boîte, tu perds pas tes indemnités de chômage. Là où à l'époque, en fait, si t'étais chômeur et qu'en fait tu lançais ta boîte, on te sucrait tes indemnités. Donc l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a autant de personnes au chômage qui se lancent aussi dans leur boîte et tout et qui tentent, c'est aussi parce que Sarko à un moment donné a décidé, alors je vais pas du tout aimer tout ce qu'il a fait par ailleurs, mais en tout cas je trouve que c'était une idée plutôt brillante de se dire ok, tu prends des risques mec pour lancer ton business, bah en fait on va aussi t'encourager en te laissant les indemnités de chômage, mais en fait
Ouais, effectivement, je pose ma dème en me disant que quoi qu'il arrive, j'aurai du chômage. Je suis très optimiste à l'époque. Et j'ai une période de carence de 3 mois, je crois, 3-4 mois, avant de finir par avoir le chômage. Est-ce que tu dirais que cette démission, cette création d'entreprise, alors que tu n'as pas d'argent de côté, tu n'hérites pas d'une fortune personnelle, familiale, tu as un enfant qui arrive au moment où tu crées ta boîte, est-ce que tu dirais que c'est ta première décision libre par rapport à l'argent ? Ce que j'entends par décision libre, c'est un thème qu'on a vraiment voulu travailler dans ce numéro d'Odyssée. C'est comment je me libère de certaines croyances sociétales, culturelles, et comment j'affirme ma propre vision de l'argent. En fait, il y a un truc génial, c'est qu'à l'époque, ma femme vient de se lancer dans son business et en fait elle a lancé une agence immobilière qui existe toujours d'ailleurs à Lille, Immo Carré, si jamais vous cherchez un truc dans le quartier de Saint-Maurice, de l'île Saint-Maurice, je vous le dis. Et en fait, la première année de son business est plutôt florissante. Elle surfe en plein. Alors elle apprend le métier parce qu'en fait elle est pas du tout agent immobilier de formation ou quoi que ce soit, mais elle surfe sur des prix sur un marché hyper porteur, et donc sa première année marche plutôt pas trop mal. Et donc quand elle me dit, et quand moi je lui dis qu'en fait j'ai envie de démissionner pour lancer ma boîte, elle est hyper supportive. Elle me dit let's go, viens, on y va ensemble et ça va bien se passer. Et on en reparlera, mais elle a été énormément présente par la suite, à la fois en termes de temps et financièrement aussi par rapport à la boîte. Et je crois qu'il y a un peu ce truc de ok, en fait on est deux et ça va bien se passer, et en fait parce qu'on est deux et qu'on est solide et qu'on est tous les deux ensemble dans ce truc, quoi. Et c'est un vrai truc qui parfois hallucine. Tu vois, les gens à qui je parle, qui sont célibataires ou tu vois qui sont en couple depuis peu. À l'époque, on est déjà en couple depuis 10 ans, et si tu veux, on a vraiment cette croyance de on est ensemble et en fait on va on va créer plein de trucs ensemble, quoi. Donc on est vraiment comme un couple d'associés, tu vois. C'est pas par hasard si aux US on appelle ça des partenaires, quoi. Tu vois, on est vraiment partenaires, je crois, à l'époque, main dans la main. Et en fait, tu vois, je l'aide sur son business. J'avais créé tout son site web d'agence à l'époque, en 2000. Crois-moi qu'en 2004-2005, il n'y a pas beaucoup d'agences qui ont des sites web. Donc, moi, je lui avais créé tout son site web et aider sur la com, etc. Enfin, tu vois, on a vraiment bossé main dans la main. Et elle m'a énormément apporté par la suite, où elle a passé un temps fou avant que à gérer les aspects RH et tout, tu vois, après son boulot, parce qu'en fait moi c'est un truc avec lequel j'avais beaucoup de mal, où elle a bossé le soir pendant des années et des années, je sais pas, tu vois, à gérer les histoires de salaire, les virements, etc. C'est un truc que j'ai jamais fait dans ma boîte, jamais de ma vie, quoi. C'est trop beau ce rapport à l'argent que vous avez eu ensemble, un rapport de couple libéré par rapport à l'argent. C'est rare. Je sais pas si c'était libéré avec le recul, tu vois, mais en tout cas, on avait vraiment ce truc de se dire, on y va ensemble, et en fait, on est tous les deux main dans la main, quoi. Je sais pas si c'était vraiment le rapport à l'argent qui était libéré, parce que avec le recul, je me rends compte, et surtout avec ce podcast, tu vois, je me rends compte à quel point moi j'avais un rapport à l'argent qui était tout pété, et elle a un rapport à l'argent elle a énormément peur de manquer, quoi, tu vois. Donc c'est assez ouf qu'à l'époque, on se soit lancé comme ça, de façon un peu, je crois, inconsciente. On était tout jeunes, en se disant, bah, en fait, quoi qu'il arrive, on retombera sur nos pattes, quoi. Et est-ce que votre amour a été plus fort que vos blocages respectifs, je crois, sur l'argent ? Ouais. C'était à la fois l'amour, et il y avait, je te dis, il y avait vraiment aussi cette idée de se dire, on est ensemble, quoi qu'il arrive. Et en fait, on est un duo, et on va aller ensemble, on va avancer ensemble, et on bossait pas ensemble au quotidien. Mais en revanche, tu vois, je te dis, sur des projets où je faisais ces flyers, où je faisais ces sites web, et elle, de son côté, où elle s'occupait de tous les aspects RH, compta, etc. Elle m'a vraiment énormément aidé. Et on avait toujours ce truc, et là, qu'on a gardé jusqu'à la fin de notre couple, en fait, où tous les vendredis soirs, on se retrouvait pour discuter, et enfin déjà on se retrouvait autour d'un dîner, tu vois, au resto, pour faire un peu le point sur nos vies. Et en fait il y avait toujours une partie de business, quoi, tu vois, de boulot.
C'est hyper important. Enfin, c'est hyper important pour moi, vraiment. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager pour les personnes en couple qui nous écoutent et qui rencontrent des difficultés autour de l'argent, des couples pour lesquels l'argent est un vrai sujet de querelle hebdomadaire, voire quotidien? J'en connais plein autour de moi, ce que j'appelle les couples Splitwise. Tu connais cette application? Où ils ont deux comptes séparés, c'est ça? Et alors, ça va plus loin que ça. Je connais pas. Moi, j'ai inventé cette définition, donc je me permets de la partager en public. Un couple Tricount Splitwise, c'est un couple qui va tout compter au centime près. Et donc, ils utilisent une application de partage de dépenses et ils peuvent vivre pendant 10 ans ensemble et chaque restaurant, chaque ticket de métro, chaque billet d'avion va être mis dans le logiciel. La data permet de mesurer à la virgule près qui a payé quoi. C'est un exemple parmi d'autres de dysfonctionnements qu'on peut rencontrer dans des couples sur l'argent. Toi, quel conseil tu donnerais à un couple qui a un problème là-dessus? Alors avant ça, j'ai envie de te dire que je vais interviewer pas plus tard que ce week-end mon premier couple dans Histoire d'argent pour faire parler à la fois un homme et une femme de leur rapport individuel et aussi en tant que couple. Et je te dis ça parce que ça sera diffusé sans aucun doute avant cet épisode qui devrait sortir plus tôt cet été. Donc allez rechercher Cédric et Noëlla dans votre dans le flux de podcast si le sujet vous intéresse. Et je t'avoue que de ce fait-là, j'ai pas encore trop creusé le sujet, mais de mon point de vue, j'ai envie de te dire, les couples qui vraiment comptent tout à la virgule près sont aussi fucked up que notre couple où on n'avait que un compte commun entre nous et en fait on n'avait pas de compte indépendant. Et quand je dis fucked up, c'est pas négatif, mais c'est juste on avait décidé de tout mélanger. Et comme on mélangeait tout, au final il y avait plus rien qui nous appartenait individuellement. Et quand j'en ai parlé autour de moi, quand on a fini par se séparer et qu'en fait j'ai dit que j'ouvrais pour la première fois depuis 25 ans un compte individuel pour ma pomme, j'ai vraiment des amis qui m'ont fait des yeux comme ça en me disant mais comment ça? Bah ouais, parce qu'en fait on avait un seul compte où on mettait toute la thune qui servait pour toute la famille. Mais ça veut dire aussi qu'on n'avait pas, tu vois, de compte séparé sur lequel on avait potentiellement notre argent et sur lequel on venait mettre sur un compte commun, tu vois, notre quotidien, quoi, nos dépenses du quotidien. Mais il y avait aussi un vrai truc en fait, on crée tout ensemble. Donc, on met tout dans le même panier. Et derrière, l'idée de communauté de biens, parce que c'était notre mariage où, en fait, à la fin, on a fini par tout séparer. Et je crois qu'on a séparé de façon assez égalitaire, quoi. Parce que c'est ça le vrai problème, en fait. C'est que c'est pas l'idée de tout mettre dans le même panier qui compte. C'est quand on se sépare, comment on fait pour tout détricoter, quoi. Mais donc, pour les couples qui ont un peu de mal qui ont un peu de mal avec ça d'une manière générale et avec l'argent, pour moi déjà l'idée c'est écouter le premier épisode d'Histoire d'argent avec Christian Junot où il explique vraiment bien, je trouve, les projections qu'on vient mettre sur l'argent l'un et l'autre, et en fait de venir en discuter, parce qu'en fait pour moi ça n'est que ça. C'est tout comme il peut y avoir des sujets de discussion autour de plein de trucs, autour des enfants dans un couple, autour de la façon dont la famille est gérée, autour du sexe, mais souvent c'est tabou et c'est dur. En fait, je me rends compte avec ce podcast aussi que l'argent est encore un plus gros tabou que le sexe, parce que la parole est en train de se libérer là aujourd'hui. Il y a de plus en plus de bouquins, il y a Jouissance Club, il y a des comptes Insta qui expliquent un petit peu comment faire, etc. Ça veut pas dire que c'est pour autant plus simple de mettre en pratique tous ces conseils au sein du couple, parce qu'il faut être deux pour avoir envie d'avancer. Mais au sein du couple, je trouve que c'est vraiment un sujet hyper intéressant, et je crois que pendant très longtemps, au sein de notre couple, on s'est dit qu'on n'avait pas de problème avec l'argent. Et en fait, déjà de base, quand vous vous dites que vous n'avez pas de problème avec l'argent, c'est peut-être que vous avez un problème. C'est comme les gens qui disent non mais moi j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'aller chez le psy. Bah peut-être en fait le simple fait d'être aussi sûr de toi déjà de base, ça cache peut-être quelque chose, quoi. Moi je recommande en tant qu'auditeur énormément l'épisode avec Christian Junot que j'ai envoyé à toute ma famille. Ah ouais. Je pourrais te montrer le mail où je l'envoie. Il y a mon frère, mes deux frères, Benjamin et Maxime, et mes parents qui sont séparés depuis que j'ai 6 ans, mais qui s'engueulent encore beaucoup, et qui ont tous les deux un rapport horrible avec l'argent individuel, et qui avaient aussi un rapport de couple affreux. Moi, je me souviens quand même de mon père qui déposait du liquide dans un saladier tous les mercredis. C'est le saladier de la cuisine
pour que ma mère puisse acheter les courses. Enfin, tu vois. Ah oui, elle n'avait pas accès à son argent. Elle n'avait pas accès à son argent directement. Et bref, je trouve que ce que tu proposes, effectivement, une très bonne ressource avec Christian Junod, et puis surtout d'oser lever le tabou, oser en parler en couple, ça change déjà. C'est déjà un bon premier point, je trouve. Et avant de faire la suite de ton parcours, là, quand on t'entend, on comprend à quel point ton podcast est un podcast de psychologie par rapport à l'argent, et non pas un podcast d'optimisation des finances personnelles avec des conseils sur comment placer son argent, etc. Et pourquoi ce choix que moi je soutiens énormément, parce qu'au final un couple ça l'aide pas du tout de lire un magazine de conseils financiers. Un couple, il a besoin de comprendre que l'argent est avant tout un sujet de psychologie. Comment t'as eu cette idée ? Parce que j'ai moi-même, en quittant Mademoiselle, je me suis lancé dans un coaching en me disant, j'ai vraiment vendu la boîte sans savoir ce que je voulais faire après. C'était impossible pour moi d'y être encore et de me projeter dans l'après. Donc j'avais vraiment besoin, je crois, de vendre la boîte, de couper un temps et de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire après. D'ailleurs, je suis même pas sûr que j'ai trouvé, tu vois, parce que je fais ces podcasts et tout, mais je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres choses après. Et en fait, première séance de coaching avec cette coach qui, elle, est autour. Alors, elle s'appelle. Je vous mettrai le lien dans les liens, dans les notes de l'épisode si vous voulez. Elle s'appelle Florence Auvray. Elle est géniale parce qu'elle a ce truc où elle dit, moi, je veux te coacher, mais aussi faire en sorte que ce coaching te rapporte de l'argent. Donc, il y a un vrai truc derrière de transformation financière. Je t'avoue que quand je l'ai pris en coaching, je savais pas du tout qu'il allait avoir le rapport à l'argent. Pour moi, c'était juste, elle m'a été recommandée pour plein d'autres aspects, mais pas pour ça. Et notamment par rapport à sa personnalité qui me convenait vachement, où elle était un peu du genre à me bousculer un peu. J'avais besoin de ça, je crois. Mais bref, en fait, première séance, elle pointe le sujet de l'argent et je m'écroule en larmes. Tout de suite. Sans aucune raison en plus. Enfin, tu vois, juste, elle me dit, mais quel est le rapport c'est quoi ton rapport à l'argent, etc., etc. Je lâche tout. Et je me dis, ok, il y a un souci. Et donc, on discute un petit peu, on en reparlera peut-être un peu après si tu veux, mais il y a un vrai sujet sur l'argent que j'avais pas du tout identifié. Et en fait, aujourd'hui, quand je me regarde c'était même pas 2 ans, tu vois. Quand je me regarde 2 ans en arrière, je me dis, mais quel noob t'étais, quoi. Vraiment, t'avais vraiment un angle mort dingue sur ton rapport à l'argent. On raccroche, parce que c'était en distanciel, on raccroche, je me mets à pleurer pendant 1 heure. Je me dis, oh là là, il y a un vrai dos. Mais elle te pose quelle question ? Elle me demande c'est quoi mon rapport à l'argent et comment ça se passe dans mon rapport à l'argent dans la famille, etc., etc. Boum. Immédiatement. Ah oui. Ça saute à toute vitesse. Tu penses à quoi à ce moment-là ? Bah, en fait, sur le moment, je me souviens de cette histoire où ma mère a, pour des raisons qui lui appartiennent, creuser une sorte de trou dans les finances familiales quand j'avais genre 12-13 ans, tu vois, en ne le disant pas à mon père. Donc, tu sais, à coup de crédit revolving, etc., etc. Pour expliquer à tout le monde, c'est quoi un crédit revolving ? C'est un crédit à la consommation où tu viens simplement prendre un crédit pour faire en sorte de consommer avec des taux d'intérêt extrêmement élevés, etc. Et je crois que ce sont d'ailleurs les fameux crédits subprime de la crise financière de 2008 où beaucoup de ménages américains s'étaient endettés pour acheter leur appartement ou leur maison avec des taux d'intérêt variables sur les crédits, ce qui fait que quand le marché s'est retourné, il y a eu des crises financières personnelles en quantité incroyable. Ouais. Donc ta mère avait fait un crédit revolving sans le dire à ton père. Voilà, et alors pour plein de bonnes raisons, je crois pas du tout qu'elle est allée cramer cet argent-là pour aller s'acheter un yacht ou je sais pas quoi. C'est juste en fait que on était 5 dans la famille. Mon père gagnait pas beaucoup d'argent. Il était cadre dans une usine. Il était comptable, cadre dans une usine textile. Je crois qu'à l'époque, je vais peut-être dire une connerie, mais tu sais, je fais partie de ces mômes qui sont allés fouiller dans les fiches de salaire de son père pour savoir combien de sous mon père gagnait, parce qu'en fait, on me répondait pas quand je lui posais la question de la famille.
Mais tu vois, je crois qu'à l'époque, il devait gagner un truc comme 10 000 francs, tu vois, donc c'était pas un gros salaire, on était 5 dessus. Et en fait, je crois que ma mère est rentrée dans une boucle, après elle est rentrée dans un mensonge, et ça a été très très compliqué pour elle d'en sortir. Ils ont fini par s'en sortir, si tu veux. Mais je crois que j'avais vraiment fondamentalement sous-estimé l'impact de ce moment en fait où il y a eu une sorte de réunion de famille après autour de en fait là maintenant on a des dettes, il va falloir qu'on les éponge, donc ça risque d'être compliqué avec la peur de manquer qui va avec. Mes parents viennent de milieux assez modestes, mon père vient d'un patron, voilà justement. Mon père vient d'une famille d'ouvriers textiles communistes. Mon grand-père était communiste encarté, mon père est très à gauche, et j'ai toujours entendu, donc il était comptable dans sa boîte, donc il avait accès à tous les salaires, et j'ai toujours entendu toute ma vie mon père dire: ces salauds de patrons, ils en branlent pas une et ils sont payés beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils font. Je crois que c'est un métier le métier de comptable qui doit déclencher des réactions psychologique sur l'argent incroyable. Moi, j'ai un ami d'amis qui a eu ce job au Paris Saint-Germain. Oh. Et qui était donc responsable de verser les salaires à la fin du mois, à la fois de personnes dans le staff, dans l'encadrement, payées à un prix normal, mais aussi les 500 000 euros de tel mensuel que je touche tel joueur. Donc à ce moment-là, quand t'exploses en larmes, il y a tout ça qui remonte. L'épisode avec ta mère, le rapport de tes parents à l'argent, et tu raccroches avec la coach et tu restes là-dessus. Ouais, en fait, elle me dit, il y aura sans doute un truc à creuser, etc. Et en fait, de fil en aiguille, je finis par demander à mes parents d'aller les voir et pour leur en parler, en fait, tout simplement. Et c'était hyper intéressant cette discussion, même si ça a pas mené à grand chose, mais je vois à quel point il y a toujours de la tension entre eux, en fait, sur ce sujet, que c'est toujours pas réglé. Et moi je considère que c'est pas mon rôle, tu vois, de venir le régler ou de venir foutre une grenade, tu vois, et de venir la dégoupiller. Tout ce que je sais, c'est que ils ont déjà répondu à mes questions sur ok, comment vous l'avez vécu à l'époque, c'est quoi le souvenir que vous avez de la façon dont je l'ai vécu moi, parce que c'était il y a 30 piges, quoi, tu vois, donc je me souviens plus trop de tout. Et en fait je me rends compte aussi que en passant, sans doute mes parents ont un rapport à l'argent complètement pété, quoi. Donc de fil en aiguille, et c'est là que je reviens à pourquoi j'ai fait ce podcast, c'est qu'en fait de fil en aiguille, je finis par me dire ok, il y a sans doute, j'ai un sujet moi perso à gérer, j'en parle un peu autour de moi, je vois qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, et je me retrouve dans un groupe de discussion avec tu sais, du cercle de créateurs de Kylian Tallin, que si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est en gros c'est une communauté de créateurs qui viennent de toutes sortes, de tous horizons, etc. Tu connais bien Kylian, toi? On a travaillé ensemble. Et en fait, on a Kylian, à l'intérieur de cette grande communauté, fait des sous-groupes, on va dire de 6-7 personnes, où on se retrouve toutes les semaines, tous les 15 jours pour discuter un peu de nos prises de tête. Et je partage avec le groupe ma prise de tête du moment. Et on discute de plein de trucs. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, on parle d'argent pendant 2 heures. Et il y a un type génial du groupe qui s'appelle Michael Hirsch, qui est comédien, qui dit à la fin, dis donc, ça ferait un chouette podcast. Et je me dis, mais c'est évident, en fait. C'est sûr, là, vu tout ce qu'on vient de raconter, j'ai fait Histoire de Daron pour faire sauter les non-dits sur la paternité. Et je crois que je l'ai aussi fait moi-même pour aller chercher des réponses par rapport à mes propres questions sur la paternité. Peut-être, en fait, que je pourrais faire Histoire d'argent. Et je me rends compte après coup, parce que déjà par l'intermédiaire de Mathilde, qui fait partie du groupe, et qui me mentionne Christian Junot sans que je tilte sur le moment, qu'en fait Christian a fait exactement ce travail-là, et il le fait depuis des années avec des gens, à former des gens sur d'y mettre de la psychologie, en fait, derrière l'argent, et d'aller regarder, en fait, les projections qu'on y fait. Et que c'est tout sauf une question de technique, comme tu dis, tu vois, de pourcentage, de taux d'intérêt, etc. Tout ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut finir par savoir, et c'est important de mettre le doigt dedans. Mais avant tout,
ça sert strictement à rien de faire tout ça si, comme tu le disais, on n'a pas été creuser un petit peu sur notre propre rapport à l'argent, sur notre peur de manquer, sur notre envie de tout cramer. Est-ce qu'on le repousse? C'est plein de choses que Christian a mis en place, une sorte de typologie où tu as tendance à vouloir... t'es un écureuil et tu veux tout épargner le plus possible, mais si bien que tu finis par ne plus vivre, ou alors tu vas cramer l'argent aussi vite qu'il te touche les doigts. Enfin, il y a plein de façons de faire. Et voilà. C'est une question de peur. Très souvent. Question de peur, cette affaire d'argent. Très souvent. Alors, je voudrais revenir maintenant à ta création d'entreprise. Ouais. Tu lances Mademoiselle, t'as pas beaucoup d'argent de côté. Par contre, t'as cet amour avec ton ex-femme incroyable, ce rôle de partenaire de vie où vous vous soutenez. Et puis maintenant, t'es entrepreneur. C'est facile, le rapport à l'argent quand on est entrepreneur pour la première fois. Comment tu le vis d'avoir de l'argent sur le compte en banque de la boîte? Est-ce que tu es apaisé par rapport à ça? Les premiers recrutements, tu es autofinancé? Mais jamais j'ai été apaisé. Mais jamais. Et même quand j'avais devant moi... tu vois, à la fin de la boîte, j'avais 4 mois d'avance de trésor. En gros, la boîte tournait avec entre 100 et 130 000 euros par mois. Et au bout de 15 ans, j'ai réussi à avoir, je sais pas, peut-être 500 000 balles de trésorerie d'avance. Enfin, de trésorerie d'argent de dispo. Donc, 4-5 mois bon, ok, on peut rentrer 0 euros et en fait, la boîte, elle continuera à pouvoir payer tout le monde, les salaires, etc. Et puis les charges et les loyers. Mais impossible, incapable de pouvoir me détendre par rapport à ça. C'était pas assez. Et en fait, peu importe, je crois que même si j'avais eu 12 millions d'euros d'avance, j'aurais été incapable de le prendre sereinement parce que j'avais moi-même tellement peur de manquer que je faisais rejaillir sur la boîte l'intégralité de mes propres trouilles personnelles par rapport à l'argent. Je me suis, par exemple, un truc fou, mais je me suis pas payé pendant 7 ans. Les 7 premières années? Donc les 2 premières, j'avais le chômage, etc. Et en fait, pour moi, c'était évident. Mais en fait, les 5 suivantes, je vois ta tête. Les 5 suivantes, bah, tu vois, on revenait tous les ans avec ma femme à se dire, ok, est-ce que... Et je lui demandais, est-ce que tu as besoin que je prenne de l'argent sur la boîte? Parce qu'en gros, si on n'avait pas besoin pour notre vie personnelle, je préférais investir dans la boîte. Je préférais investir dans le projet. Et en fait, pendant 5 ans, elle a dit « let's go ». Alors bien sûr, on avait de quoi avec ce qu'elle ramenait, elle. Je te disais, elle surfait sur un marché, elles ont super bien bossé avec son associé et tout. Enfin, vraiment, elles ont fait un taf de ma boule. Mais si tu veux, j'étais dans un truc où bah, c'est elle. Et en plus, c'était une histoire qu'on s'était racontée, elle et moi. C'est qu'elle était un peu dans ce truc de non, mais moi, je ramène le quotidien et toi, tu fais le cool et tu fais les trucs cool qui te font marrer. Qu'on visualise bien. Au bout de la 7e année, tu ne verses toujours pas de salaire. L'entreprise a combien de salariés? Au bout de 7 ans, la boîte a 10 salariés. C'est hallucinant. La boîte a 10 salariés, le fondateur ne se verse toujours pas de rémunération. La boîte fait combien de chiffre d'affaires par mois ou par an? Au bout de 7 ans, c'est dur à dire, mais en gros, la boîte, à l'époque, elle est encore hyper fragile. Et je te dis ça vraiment de façon très détendue, parce qu'on n'a pas encore créé de régie publicitaire. Et donc, en gros, la boîte, elle va vraiment exploser ensuite. Mais pendant ces 7 premières années-là, il y a aussi ce truc d'apprendre le métier. J'ai ouvert des bureaux à Paris, et ça, tu vois, déjà, pour moi, ouvrir des bureaux à Paris, c'était un risque de dingue par rapport au loyer, par rapport à tout ça. Enfin, vraiment, c'est à chaque fois des sauts dans le vide pour moi qui sont immenses, énormes. Peut-être j'ai, tu vois, je sais pas, 50 ou 100 000 balles de trésorerie devant moi et je me dis, ok, je vais cramer la moitié en filant une com à une agence parce que en fait, il faut prendre des bureaux, il faut payer de l'avance sur loyer et tout et tout. Bref. C'est à chaque fois des sauts dans le vide immenses, énormes. J'ai mon associé qui s'est lancé, qui m'a aidé aussi à me lancer, qui a 15 ans de plus que moi, qui est mort depuis, on en a parlé je crois, mais qui est mort d'une crise cardiaque il y a 2 ans, et qui lui aussi a un rapport tout pété à l'argent. Aujourd'hui, je me rends compte, il a peur de manquer de ouf, enfin vraiment, et donc il m'aide pas du tout par rapport à ça.
Et limite, il était toujours à me freiner, tu vois. Donc moi, j'étais plutôt ces grands sauts dans le vide de ok, on va prendre des bureaux à Paris et let's go. Lui, il était plutôt du genre à dire non, mais en vrai, viens, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Tu vas cramer plein d'argent, ça va coûter de l'argent et tout. Et moi, je dis non, je crois vraiment que c'est un truc que j'ai envie de faire et qu'il faut que la boîte fasse. Mais en gros, la boîte finit par monter. Je finis par monter la régie publicitaire en 2014, je crois. Et en fait, là, d'un coup d'un seul, l'argent rentre. Et l'argent rentre de façon. Enfin, tu vois, la boîte, elle passe de 10 à 30 salariés en l'espace de 3-4 ans. Et on est toujours autofinancé, tu vois, donc il y a toujours ce truc. Et là, forcément, en fait, mais c'est marrant parce que avec le recul, j'aurais très bien ne pas me payer, puis ne pas me payer, sans aucun problème. J'avais vraiment un rapport, mais enfin, tu vois, quand j'y repense aujourd'hui, j'avais un rapport à ma valeur que j'apportais à la boîte qui était vraiment dramatique, quoi. Parce que, mais je savais ce que j'apportais à la boîte, hein, fondamentalement. Mais simplement, ça ne se transformait pas en argent. Sacrifice financier personnel pour la réussite de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les entrepreneurs et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce numéro sur l'argent d'Odyssée. Chaque semaine, j'entends des histoires similaires. La semaine dernière, j'étais au téléphone avec une dirigeante d'entreprise que j'adore. Pas donner le nom, évidemment, par confidentialité. La boîte fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La boîte a une 30aine de salariés. L'entreprise vend à la fois en ligne sur un site e-commerce et a 8 boutiques en France. Elle se paye quasiment au SMIC avec ses fondateurs depuis le début. Et depuis quand ? Depuis le début de l'entreprise. Ça fait 6 ans. 6 ans. Et elle commence à être dans une situation personnelle qui est très compliquée. Je lui ai dit, mais pourquoi en fait ? Pourquoi vous êtes les salaires les plus bas de la boîte ? Autre question pour toi. Je sais pourquoi Vas-y. je suis le salaire le plus bas de la boîte. Alors je suis pas le salaire le plus bas de la boîte, mais c'est ça aussi le drame, c'est que de ce fait-là, je crois que tout découle. Comme j'ai peur de manquer, je finis par avoir peur de dépenser. Comme j'ai peur de dépenser, je paye, tout le monde aura des pâquerettes. La plupart des gens sont payés au SMIC chez Mademoiselle. Et c'est un vrai truc que j'assume en plus, tu vois, que j'ai pas de problème. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est fucked up, hein. Mais c'est juste, j'ai tellement peur que je me dis, je préfère payer tout le monde au SMIC en me disant, je pourrais quand même vous payer, que de vous payer plus cher et de me dire, peut-être je fous la boîte en danger. Mais c'est aussi, il découle un truc dingue, c'est que de ce fait-là, je ne valorise pas correctement la boîte et ce que la boîte apporte au monde d'une manière générale et aux annonceurs, et en termes de prix qui sont fixés, les prix sont hyper bas et en fait on passe notre temps à galérer avec des petites OP, etc., plutôt que d'aller chercher des OP de grande ambition, quoi, tu vois. Alors on en a eu quelques-unes et à chaque fois c'était canon parce que d'un coup d'un seul tu vends une OP 50K si tu veux, quand ta boîte elle tourne et qu'elle a besoin d'aller chercher 100 000 balles par mois, quand tu vends une seule OP à 50 000 balles t'es content, quoi, tu vois. Mais ouais, de cette mésestime de moi, parce qu'en fait globalement je crois que tout part de là, découle la mésestime de mon projet par rapport à ce qu'il a pu apporter au monde. Découle aussi sans doute une forme de modestie. Tu vois, tu me dis, tu te la racontes pas. Mais en fait, pour moi, c'est aussi une position que j'ai. Et en fait, il faut pas que le projet se la raconte de trop. Et pourtant, je sais à quel point Mademoiselle a eu un impact dingue sur le monde d'une manière générale, sur ses lectrices, sur ses lecteurs. Parce que je reçois des messages tous les jours. Mais pour moi, c'est la base, tu vois. Et après, quand tu discutes avec d'autres médias qui font le même métier que toi, jamais de la vie ils reçoivent ce genre de messages. Tu vois, donc tu te dis, il y a sans doute un truc qui déconne. Mais ouais, tout part de moi. Tout part de mon incapacité et de ma peur de manquer en tant que patron, quoi. Ça rejaillit sur la structure de compensation des salaires, ça rejaillit sur les prix des produits que vous vendez. Ça rejaillit sur tout. Pour bien expliquer à toutes celles et ceux qui nous écoutent, Mademoiselle, c'était un média en ligne, pour une audience d'adolescentes principalement. Jeune femme. Et la manière dont vous alliez gagner de l'argent, payer les salaires de tout le monde, payer les journalistes, etc., c'était en vendant des opérations à des marques. De la publicité. Du brand content aujourd'hui. Ouais. Mais autre question. Tu te prenais tous les sujets financiers en pleine gueule.
t'as mentionné aussi que t'avais un associé, mais si je comprends bien, c'est toi qui regardais la trésorerie, c'est toi qui regardais les chiffres de la boîte, c'est toi qui gérais la grille de salaire, c'est toi qui gérais les embauches et donc la discussion de salaire, c'est toi qui devais gérer les discussions sur les augmentations ou pas. C'est bien la vérité. Enfin, c'est bien comme ça que ça se passait. Tu t'es pris tous les sujets financiers de l'entreprise. Bah oui, en fait, on prenait les grandes décisions stratégiques avec mon associé, tu vois, notamment d'ouverture de bureau, enfin, tu vois, d'ouvrir, enfin, d'aller investir dans des projets, etc. Mais ça, c'était plutôt un truc qu'on faisait en début d'année ou en milieu d'année, tu vois, genre 2 fois par an, on se réunissait pendant 2-3 jours, on se disait, ok, c'est quoi les trucs dans lesquels on veut aller? Mais sinon, globalement, au quotidien, ouais, c'était moi. T'as eu un courage de dingue. Mais tu sais qu'avec le recul, je me rends compte, vu l'histoire de mon daron qui m'a toujours dit les patrons c'est des sales cons, ils gagnent plein d'argent sans être... Et en fait ils en branlent pas une, mon rapport à l'argent complètement pété, je me rends compte en fait que c'est un petit miracle en fait que la boîte elle est survécue et que je l'ai pas cramée comme j'étais incapable de gérer ma boîte, mais juste j'étais en tension permanente pendant 15 piges. Moi, j'ai pas osé regarder le compte en banque de ma propre entreprise depuis 5 ans. Toi ? Oui. Mais t'as trouvé des gens qui le font à ta place. Oui, moi j'ai tout créé pour contourner mes peurs. C'est-à-dire que pendant mon entreprise existe depuis 10 ans maintenant. Durant les 5-6 premières années, je me suis soit pas payé, soit payé 1 mois sur 2. Je viens d'une famille où moi c'est pas le père, c'est la mère qui me disait toujours gosse de riche, parce que ma mère, elle n'avait absolument pas d'argent, elle n'a pas gagné 1 euro depuis l'âge de 31 ans. Mon père, par contre, est médecin, psychiatre, gagnait plutôt bien sa vie. Donc, on habitait dans le centre de Paris, ce qu'on peut appeler les beaux quartiers. Mais ma mère, par contre, nous emmenait à Bourg-la-Reine acheter des pantalons à 1 euro dans des déstockages et voulait jamais qu'on ait d'argent de poche, qu'on dépense. Et ta mère te disait gosse de riche? Et ma mère disait gosse de riche. Arrêtez, quand je disais, est-ce que je peux avoir un peu d'argent de poche à 16 ans? Ils disaient, fais pas le gosse de riche, non, t'en auras pas. Et donc, ça a développé chez moi des comportements assez similaires aux tiens. On dépense pas, on fait super gaffe. Pareil, les mêmes sujets sur le modèle économique de la boîte, la valeur créée. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est structurer la boîte d'une manière où je suis le plus loin possible des sujets financiers. Mais donc, c'est une bonne idée en plus, tu vois. C'est une solution qui fonctionne, en tout cas, mais toi, je trouve que tu as confronté tes peurs en direct, mais c'est de manière incroyable. Mais je crois pas que je les ai confrontés. En fait, j'ai tordu les gens de ma boîte pour faire en sorte qu'ils se plient à mes peurs. Et j'ai tordu la boîte pour faire en sorte qu'elle se plie à mes peurs. Et j'ai tordu mon rapport à la boîte pour faire en sorte qu'elle se plie à mes peurs. J'avais un rapport complètement toxique à ma boîte avec le recul, tu vois. Où j'étais vraiment dans un truc je flippais en permanence. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la vente, t'as flippé? Ouais, parce qu'en plus il y a eu le Covid juste avant, tu vois, j'ai vendu en juillet. Enfin, la signature s'est faite en juillet 2020, mais on était censé signer en fin mars 2020. Et donc le confinement est arrivé, ça a repoussé la signature et les mecs pendant, tu vois, on s'était déjà pas mis d'accord sur un prix, mais on était déjà quasiment, le truc était bouclé, quoi. Et ouais, en fait, le Covid est arrivé, il a repoussé de quelques mois, mais de ce fait-là, la boîte, t'imagines à quel point le marché publicitaire s'est écroulé, il s'est arrêté. J'avais déjà vécu ça en 2008, après la crise des subprimes, où pendant 3 mois, il y avait 0 € de rentrée, si tu veux, c'était complètement dingue. Et à côté de ça, oui, il fallait faire attention à comment le reste des gens allaient dans la boîte, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, t'as beau toi flipper, il faut faire en sorte que de pas faire rejaillir tes flips sur le reste de la boîte. Mais quoi qu'il arrive, j'ai pas pu faire autrement que de le faire. Je m'en rends compte aujourd'hui, quoi, tu vois. Juste en essayant d'expliquer aux gens de la façon la plus transparente possible où j'en étais par rapport, enfin, tu vois, où la boîte en était par rapport aux finances et tout. Moi, je leur faisais tous les mois ils avaient une idée de la trésor, quoi, tu vois, de où on en était. T'as mentionné le décès de ton associé. Ouais. Je crois 2 ans avant la vente de l'entreprise. 1 an et demi. 1 an et demi avant la vente de l'entreprise. Tu perds la seule personne avec qui tu pouvais partager ton anxiété financière. Oui, puis en plus, Denis, je t'adore si tu nous écoutes là où t'es. Mais en fait, il me soulageait pas des masses.
Il avait plutôt tendance à appuyer sur. Mais en fait, il appuyait sur mes trouilles. Sans le vouloir, hein, tu vois, je sais très bien. Mais en fait, aujourd'hui, la façon dont je vois notre relation, c'est que lui, il avait aussi peur que moi, voire même plus, par rapport à la boîte. J'en profite pour vraiment recommander à toutes les personnes qui écoutent de partager ce podcast à tous leurs amis entrepreneurs, freelance, indépendants. J'ai écrit un livre qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux, dans lequel j'explore la thématique du burn-out chez les entrepreneurs, qui est un sujet tabou. Je me suis basé sur une enquête que j'ai lancée quelques mois avant la sortie de ce livre, à laquelle 10 000 entrepreneurs ont répondu, où je leur demande les sources de leur burn-out. L'anxiété financière remonte dans les top positions, oui, bien sûr, sur les 6 peurs les plus courantes. Et donc toi, cette anxiété financière, elle t'a habité au final du début à la fin de cette aventure qui a duré au total 15 ans. 15 ans. Pourquoi tu décides de vendre l'entreprise ? Est-ce que l'argent joue un rôle dans ta décision ? Je suppose que oui, mais lequel ? Non, même pas. Même pas ? Non, même pas. Et en fait, avec le recul, maintenant, je me dis, putain, c'est dingue comment j'ai vendu la boîte. Mais donc, je peux pas donner le montant parce que je sais que les gens attendent souvent des montants et tout, mais contractuellement, je peux pas donner le montant. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il meurt brutalement. Et en fait, moi, ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais vraiment malheureux à la tête de cette boîte, où je n'arrivais plus à encaisser tout ce que ça impliquait, tu vois, humainement, financièrement. Enfin, c'était vraiment dur pour moi. Et en fait, quand le mec meurt comme ça, dans l'espace d'un déjeuner, où en gros on était en train de discuter, on avait toute une discussion à propos de la boîte et tout, et je lui dis bah écoute, j'ai un déj, je te laisse, on finit cette discussion après. Le mec, on n'a jamais fini cette discussion, le mec est mort entre temps. Tu remets les trucs à leur bonne place, quoi, tu vois, et tu te dis ok, qu'est-ce que je fais de cette boîte qui me rend malheureux depuis 3 piges. Ça faisait 5 ans que j'avais un mal de dos dingue. J'ai vraiment épluché tous les kinés, les ostéos, les médecins du sport, les trucs. Je me suis fait pendre par les pieds, etc. J'ai fait des tas de trucs. Les acupuncteurs. J'ai tout testé. J'ai vendu la boîte 2 mois plus tard. Je n'avais plus de mal de dos. Il y avait des matins où je n'arrivais même pas à me lever tellement j'avais mal au dos. Donc je roulais pour réussir à me mettre debout. Mais ouais, forcément la boîte. J'ai besoin de me libérer de la boîte, en fait. Voilà, tout simplement. Tu connais ce livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Non, je connais pas, mais bon. Je te le recommande, un excellent livre qui... Je t'ai vu en parler dans une story sur Insta, non? Oui, j'en ai parlé sur mon fil Instagram. C'est un livre que j'ai la chance d'avoir dans mes mains quand j'étais adolescent et qui fait des analogies entre certains problèmes et que ressent notre corps et certaines... Mais tu vois, en théorie, je le savais qu'en fait, j'en avais plein le dos. Et c'est pour ça que j'avais mal au dos. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu sais ça, tu vois? Donc tu décides de vendre. Tu réussis à trouver facilement un acheteur. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que moi j'ai vu passer en coaching plusieurs fois cette situation, il y a différents cas de figure. Il y a les entrepreneurs qui se mettent un prix en tête et ils veulent surtout pas vendre en dessous de ce prix parce que sinon c'est leur estime d'eux-mêmes qui est attaquée. Ouais. Il y a des personnes qui, au contraire, veulent vendre le plus vite possible, quel que soit le prix, quitte à brader l'entreprise. Il y a des entrepreneurs qui sont OK pour vendre et bosser pour l'acquéreur X années pour toucher une somme supplémentaire. Il y en a, au contraire, qui veulent surtout pas bosser une journée pour la personne qui a racheté et donc s'assoit sur une partie de l'argent. Toi, comment tu formules ta stratégie? J'ai un conseiller qui m'aide pour faire la négo, pour s'occuper de la négo. Je lui donne un prix qui est un peu mon prix psychologique, comme tu dis, tu vois, de ok, si je vends ce prix-là, je suis bien. Et en fait, assez rapidement, je le détériore ce prix au nom de ma liberté.
Et au nom de j'ai juste envie de me tirer, quoi. Et lui me dit mais je crois que c'est une connerie en fait ce que tu es en train de faire, mais moi je sais que je veux juste partir en fait. Donc je crois que fondamentalement j'ai sans doute bradé la boîte, tu vois, par rapport à mais avec le recul et vu le rapport que j'avais à l'argent, c'est sans doute peu étonnant si tu veux. Je crois que la négociation se serait passée d'une toute autre façon si je l'avais reprise aujourd'hui, si tu veux. J'ai ce truc aussi, je refuse de mettre des boîtes en compétition, des acheteurs en compétition. Parce qu'en fait, mon objectif est de vendre à une boîte où les salariés seront bien après. Je veux pas rentrer dans un jeu de négo. Ça ne m'intéresse pas et je me rends compte aujourd'hui pourquoi ça ne m'intéresse pas, c'est qu'en fait j'ai juste pas envie d'être au milieu de ça. Et je crois que fondamentalement je suis aussi, moi, après la perte de mon pote, dans une situation psychologique qui est dure à encaisser, de fragilité psychologique assez costaud, où sans doute j'oublie l'impact qu'a pu avoir la boîte et la valeur qu'a la boîte. Au-delà des aspects purement chiffrés et de résultats et de comptable, quoi, tu vois. Je l'aborde clairement pas dans la meilleure situation psychologique possible, quoi. Tu ferais les choses différemment si tu pouvais revenir en arrière, mais tu privilégierais quand même ta liberté. Quoi qu'il arrive. Tu déciderais quand même de vendre et de ne pas passer une journée pour l'acquéreur. Alors, c'était mon choix, moi, par rapport à ma vision du truc, tu vois. Et d'un autre côté, j'avais pas non plus envie de quitter le bateau comme ça. C'est eux qui ont fini par me dire, en fait, tu vois, au départ, j'avais négocié de venir bosser quelques jours par semaine pour venir faire la transition, etc. Et en fait, de fil en aiguille, ils ont fini par me dire, écoute, finalement, on n'aura pas trop besoin de toi. On va réussir à se débrouiller et tout. Moi, je partais du principe que ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Donc c'était ok pour moi. J'avais pas de souci avec ça, quoi. Mais oui, bien sûr que je ferais. Je trouve ça beau. Je trouve ça super beau. Je crois que les gens me demandent souvent est-ce que j'ai vendu au bon prix. Est-ce que je suis content de la vente, tu vois. Et en fait, dans ma tête, moi, je suis content quoi qu'il arrive parce qu'en fait, j'ai vendu pour retrouver ma liberté. Et en fait, la liberté, elle a un prix dingue, mais on s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas payé. On va retenir cette phrase. Et alors, comment on se sent le lendemain de la vente, le montant de l'arrivée de la somme d'argent sur son compte? Un des épisodes que j'ai adoré sur ton podcast, c'est cette personne dont j'ai oublié le prénom, qu'il m'excuse, qui raconte comment il a vendu son entreprise plus de 10 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Sébastien. Et pas grand chose a changé. Il est très honnête et très transparent dans le podcast où il raconte, j'ai toujours l'impression qu'il faut que chaque mois je ramène des sous et que j'entame pas le pécule. Son capital, ouais. Le capital. Alors moi, j'ai pas vendu la boîte plus de 10 millions d'euros. Est-ce que ça changerait quoi que ce soit si je l'avais vendu plus de 10 millions d'euros? Je crois pas. Le premier truc que je fais, c'est que je vire 10% de ce que j'ai vendu à mon conseil. D'accord. Donc déjà c'est un gros virement. Ok. Et après il y a les impôts. Et après, alors les impôts ça vient plus tard. Mais effectivement, quand tu finis par payer tes impôts, mais c'est pareil en fait. Pour moi, c'est plutôt ok. Il y a une grosse partie qui va partir. Ça fait partie du jeu. Et je suis pas dans un truc de flip. Et en fait, heureusement que j'ai bossé mon rapport à l'argent, parce que là, par exemple, j'ai placé une partie, tu vois, et petit à petit, là, j'attends mes dividendes de ma boîte qui vont arriver. Donc, je suis dans un truc, tu vois, je suis dans une phase où je dois avoir moins de. Alors, ça va peut-être faire flipper, ça va peut-être faire sauter des gens, mais j'ai moins de 10 000 balles sur mon compte courant là. Alors j'ai plein d'argent, j'ai de l'argent placé à côté, c'est pas un problème. Mais je crois que avant, si j'avais eu moins de 10 000 euros sur mon compte courant, j'aurais flippé.
Mais Là, attends, aujourd'hui, ça va. question quand même intéressante. T'as Ouais. moins de 10 000 euros sur ton compte courant. T'as de l'épargne qui est placée, mais Ouais. cette épargne, elle n'est pas forcément immédiatement accessible. Mm. Donc j'ai quand même envie de te poser la question, Fabrice. À quel moment tu te fais kiffer avec ton fric? Pas beaucoup. Pas des masses. Le seul truc que je me... Ça va te faire marrer, mais le seul truc que j'ai acheté... quand C'est les j'ai- micros du podcast. Non. Bah, oui. Un peu. Mais non, le seul truc que j'ai acheté, c'est cette télé que t'as en face de toi. Ça te fait rire. C'est pas, moi je la vois hein, pour tous ceux celles qui imaginent un truc à la Spielberg. Non, c'est une télé tout à fait normale. C'est une télé que j'ai payée 1200 balles. Qui est quand même cher pour une télé, tu vois. Oui. Et c'est le seul truc que je me suis payé. Ça, plus... Après avoir vendu ton entreprise, tu as acheté une télé. Ouais. Et pas tout de suite, hein, en octobre. Non, j'en peux plus, arrête. Mais en fait, tu sais, le truc que je me suis accordé, c'est des vacances pendant tout l'été. Oui. Avec mes filles, d'abord. On a passé un mois, c'était nos premières vacances ensemble, en plus, après le divorce, parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'entre-temps, j'ai également divorcé. On s'est séparé avec la mère de mes enfants. Ça faisait partie des trucs qu'il fallait changer, tu vois, après la mort de mon pote. Donc ouais, tu vois, je suis revenu, je me suis accordé 2 mois et demi de vacances. Et pour moi, ça, déjà, c'était un cadeau au top, tu vois. Mm. Et quand tu penses aux années à venir, quels sont les investissements que tu aimerais faire pour toi, vraiment pour toi, pour ton plaisir personnel, sans te poser de questions? Vraiment, tu veux y aller à fond. Pour certaines personnes, ça va être toutes les dépenses on pourrait dire convenience en anglais. Je suis pas sûr de la traduction en français, mais par exemple, j'ai besoin d'une femme de ménage, pour une femme de ménage, un homme de ménage, j'ai besoin d'aller de tel endroit à tel endroit, je dépense en transport, j'ai besoin de repas, je paye quelqu'un pour mes repas. Pour d'autres personnes, ça va être le luxe, les grands voyages, les grands hôtels. Pour d'autres personnes encore, ça va être le développement personnel, les formations, le coaching, se faire accompagner. Je crois que tu es un peu là-dedans. Pour d'autres personnes, ça va être de la générosité, de pouvoir donner beaucoup. Toi, c'est quoi? Tu vois ça, et là je sèche total. Tu vois, par exemple, j'ai cet appart qui est génial, qui est dans le 20e arrondissement de Paris, que je paye 2000 € par mois, qui est un loyer complètement indécent pour 95% des gens qui vivent en France. Mais c'est mon kiff. Tu vois, tu es rentré tout à l'heure, t'as fait putain, j'adore cet appart. Oui, effectivement, j'adore cet appart et je m'y sens bien. Et je m'y sens encore mieux depuis que j'ai cette télé. Non, mais tu sais, en fait, c'est marrant parce que j'ai acheté cette télé. Enfin, j'ai emménagé, j'ai acheté cette télé à l'arrivée du 2e confinement, donc toute fin octobre 2020. Les cinémas venaient de fermer. Et en fait, pour moi, c'était vraiment ce truc de ok, donc en fait, on va passer l'hiver avec une télé nulle. J'ai envie de regarder des trucs, on est enfermé, tu vois, donc il y avait un peu ce truc de au moins on va regarder des films, on va les regarder de façon cool. Avec mes filles aussi, tu vois, ça a été un gros ça a été un rassemblement, on a regardé plein de films, on a regardé tous les Fast and Furious activité familiale que je vous recommande. On a regardé tous les Fast and Furious pendant l'hiver, c'était trop canon. Mais c'est vrai que en fait, en dehors de ça, je sèche total. Alors je dépense de l'argent pour, tu vois, les stages de développement perso. J'en ai fait quelques-uns, mais en fait c'est des stages qui me coûtent 300 balles sur un week-end. C'est pas des dépenses astronomiques, quoi. Mais je sèche. Je suis incapable de. T'as quel âge déjà, Fabrice? J'ai 44 ans. 44 ans. Bientôt 45. Mais peut-être que tu es en train de découvrir ton rapport à l'argent, tout simplement. Tu es en train de découvrir en ce moment, petit à petit, sur quoi tu veux investir pour te faire plaisir, parce que pendant 15 ans, tu as été entrepreneur et tu... Mais tu vois, par exemple, j'ai jamais eu la sensation de pas me faire plaisir. C'est-à-dire que quand j'avais envie d'un truc, je l'achetais, tu vois. Mais je l'achetais d'autant plus facilement que c'était dans notre pot commun, tu sais, avec mon ex. Mais je crois qu'en plus, ça m'a vraiment pas incité à regarder combien d'argent je ramenais, combien d'argent je dépensais. Parce qu'en gros, elle amenait tellement tout
Et en fait, aussi, je sais pas si elle écoutera ce podcast. Elle me dit que ça la saoule d'écouter mon podcast sur l'argent. Ça en dit long. Mais en fait, je la remercie tellement parce que vraiment, elle a amené cette sécurité financière pendant des années dans le foyer. J'ai fini par amener moi aussi, tu vois, sur les dernières années de Mademoiselle, enfin sur les 8 dernières années de Mademoiselle. Mais c'est complètement ouf quand j'y repense le système dans lequel on était. Mais tu vois, le fait qu'on ait un compte commun, je crois vraiment que ça m'incitait pas à venir dire, ok, en fait, j'ai envie d'amener de la thune. Et mon associé était fou, Denis. Il me disait, mais comment tu fais? Moi, j'y mets, tu vois, j'avais un peu ce truc de, mais en fait, j'y mets pas d'ego. C'est pas, pour moi, c'était un peu ma façon de me défendre de façon un peu hypocrite, tu vois, non, mais en fait, pour moi, c'est pas important de rapporter de l'argent. Comme si j'étais au-dessus de ça, quoi, tu vois. C'est tellement fucked up. C'est vraiment fucked up, hein. Si vous êtes pareil, désolé, mais écoutez désolé, c'est pas normal. Ne faites pas ça. Juste, parce qu'en plus, je lui faisais reposer, sur ses épaules la pression financière. Elle était un peu dans ce mood de, quoi qu'il arrive, en fait, c'est ma mission, c'est à moi de le faire. Jusqu'au moment où, effectivement, au bout de 7 ans, elle m'a dit, non, mais en fait, en vrai, là, je crois que j'aimerais bien partager la charge. Et j'ai fait, ah, ok. Ah, donc c'est ok. Putain, mais vraiment, quand j'y repense. Mais bon, je l'accepte, c'est mon chemin. Et en plus, tu vois, en tant que mec féministe et tout, il y avait un côté, moi, j'étais hyper enthousiaste aussi, tu vois, de voir que c'était ma meuf qui finançait le foyer, quoi. Mais c'est complètement à côté de la plaque. Et aujourd'hui, qu'on est séparés, tu vois, il y a cette histoire de l'argent qui est entre nous, où je verse une pension pour mes filles et tout. Mais je sais que cette histoire d'argent reste toujours entre nous, où elle a tendance à partir du principe que en fait, comme elle a la garde des enfants, mes filles vivent à Lille, moi je vis à Paris, mes filles vivent à Lille avec elle bien sûr. Ben, en gros, je vois mes filles assez peu. Elle est un peu dans ce truc de non, mais en fait c'est moi qui gère, t'inquiète. Et donc on a eu une discussion par rapport à la pension il y a pas très longtemps, où en fait elle est dans ce truc de non, mais en fait j'ai pas besoin de plus, mais c'est quand même pas assez. Et je lui dis bah vas-y, viens, on double la pension si tu veux, moi ça me va. Elle me dit non, là ça sera trop. Ok, mais elle me dit mais j'ai pas envie de gérer au quotidien, de compter, de calculer exactement combien ça coûte. Je fais mais ça je comprends. Mais juste, viens, on décide d'un montant, et en fait, on décide d'un montant qui te conviendra et qui sera OK pour nous deux. Elle me dit, mais je sais même pas combien tu gagnes. Je dis, mais moi non plus, c'est ma première année de fonctionnement, donc on va apprendre en avançant, quoi, tranquille. Mais vous en parlez au moins. Il y a une communication, ce qui est déjà énorme par rapport à beaucoup de couples. Il y a une communication parce que je l'instaure. Si ça ne tenait qu'à elle, ça serait compliqué, quoi. Tu as envisagé de lui proposer un coaching à deux sur l'argent? Non, on fait un séminaire, un accompagnement, un stage. Écoute, c'est intéressant. Peut-être que ça pourrait être un cadeau que je pourrais lui offrir, tu vois, de lui offrir une formation de Christian, par exemple. Christian Junot, pour ceux Christian Junot, oui. Mais tu vois, par exemple, je lui ai proposé je lui ai dit, j'aimerais bien que tu écoutes le premier épisode. Et en gros, elle m'a dit, tu me saoules à me faire la pub de tes podcasts. J'ai fait okay, bah je vois juste que tu es juste en train de vouloir esquiver le sujet, quoi, tu vois, c'est pas, je comprends en même temps, c'est parce que c'est un sujet qui doit lui piquer très fort, quoi. Elle a une peur de manquer tellement forte. C'est quelque chose que j'adorerais faire moi avec ma partenaire. Je recommande vraiment un maximum de couples d'envisager le développement personnel à deux. Écoute, on fait une thérapie de coparents. Alors que vous n'êtes plus ensemble. C'est fantastique. Pour discuter ensemble de la façon dont on a mis en place la famille et le nid familial, ce que la psy appelle le nid familial. C'est trop intéressant. Je t'ai déjà annoncé que moi, mon prochain objectif, c'est d'oser écouter Histoire de Daron, qui est un autre de tes podcasts. Malheureux. Quelques dernières questions, Fab. Oui. Alors, il y a une personne que j'aime beaucoup aux États-Unis pour sa littérature sur l'argent, c'est Ramit Sethi, qui a un podcast également sur l'argent, où lui, il n'interviewe que des couples, pour le coup. Et il dit quelque chose qui a beaucoup résonné chez moi. Le plus important, c'est le temps qu'on passe en dehors de la feuille Excel. C'est le temps qu'on passe à ne pas gérer à son argent, à ne pas s'en soucier. Il défend une philosophie où, au final, tu as mis des systèmes en place,
tu as travaillé sur tes peurs par rapport à l'argent, mais pour viser vraiment ce monde où tu es libéré, où tu passes pas ton temps à micro-optimiser chaque décision, à regarder l'évolution de toutes les actions. Il y a des gens qui regardent leur portefeuille, leur compte en permanence, plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Et donc, je voulais te poser cette question très simple. Toi, combien de temps tu passes par mois à gérer ton argent ? Quasiment pas. Je gère l'argent de la boîte. Ça, c'est pas pareil. J'ai créé une boîte où je paye les freelances, mon alternante, je paye les factures qu'il y a à payer, etc. Donc ça, il y a de la gestion de l'entreprise, mais c'est pas la même gestion de l'entreprise que de la gestion de mon argent. Mon argent, j'ai mis en place les 2-3 virements automatiques qui doivent être faits dans ma vie, et en fait, c'est géré comme ça. Et quel bonheur. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment le bonheur. C'est une vraie question, oui, c'est une vraie question. Mais j'ai aussi cette chance, pour l'instant, de ne pas avoir à me prendre la tête à tout compter, quoi, tu vois, à pouvoir aller au Franprix et à me dire, ok, je vais regarder, je vais acheter ce que j'ai envie d'acheter, quoi, tu vois, je vais pas acheter la marque Pouce ou je sais pas quoi, ou même si inconsciemment, je passe mon temps à continuer à regarder les étiquettes, parce que j'ai toujours ce truc de réflexe de pauvre, en fait, tu vois, qui me vient de ma mère et tout. Ma mère regardait quand on allait chez Auchan, etc. Elle regardait les étiquettes, elle regardait le machin. Je me souviens très bien qu'elle comptait, etc. Mais bien sûr. Et en fait, moi, j'étais tout môme, mais je la regardais faire. Et aujourd'hui, je continue, tu vois, et je me dis, ok, entre une pointe de brie à 3,50 € et une pointe de brie à 2 €, bah, je vais prendre celle à 2 €, quoi, tu vois. En revanche, s'il y a un truc qui me plaît, tu vois, s'il y a un truc que j'ai envie d'acheter et qui coûte plus cher, en fait, ça me dérange pas. Là, pour le coup, je me dis, ok, je fous le prix parce qu'en fait, j'ai envie, c'est un truc dont j'ai envie, quoi. J'essaie de m'assouplir par rapport à ça, quoi. Je suis pas beaucoup dans le kiff, hein. Putain de merde. Et pourtant, tu vois, j'ai eu envie de m'acheter une console de jeu. Je me suis acheté une console de jeu. Enfin, tu vois. Mais je sais que ça te fait marrer, toi. Oui, parce que tu parles comme un étudiant ou quelqu'un qui vient d'avoir son premier salaire. Tu parles comme quelqu'un qui vient d'avoir son premier salaire et qui dit, ah, grâce à mon premier salaire, j'ai pu m'acheter une console de jeu. On n'attend pas forcément ce discours de quelqu'un qui a monté une entreprise jusqu'à 30 salariés, qui a vendu cette entreprise. On s'attend, moi, je m'attendais pas en enregistrant ce podcast à, bah oui, c'est super, je me suis acheté une télé. Ouais, je sais. Bon, mais en tout cas, tu as mis des systèmes en place. Mais qu'est-ce que t'attendais ? Mais je m'attendais, je pouvais m'attendre à aujourd'hui, je sais par exemple que les voyages, c'est quelque chose que j'adore, donc je prends dans mon argent, je prends dans mon épargne pour aller partir 3 mois par an. Mais je peux pas partir 3 mois par an. De l'Europe. J'ai mes enfants que j'ai envie d'avoir. Je pars avec mes enfants pendant 2 mois tout l'été. Ouais, on va partir pendant 1 mois et en fait, effectivement. C'est génial. Mais pour le coup, tu vois, je claque pas ma thune. J'ai un vrai truc avec ça. Mais déjà de base, parce qu'en fait, j'ai cette putain de culpabilité par rapport à l'avion, qui est toujours là, tu vois. Mais en revanche, on va aller se balader en France, mais on va aller se balader en France de façon cool, quoi. Tu vois. Mais moi, qu'on soit clair, je pose pas ma question en sous-entendant qu'il faut absolument claquer un maximum d'argent dans les trucs les plus chers. Au contraire, moi, mais je crois par contre que quand on définit sa propre vision de l'argent, ce que ton podcast, moi, m'a aidé à faire, on identifie des zones, des sujets sur lesquels on prend profondément du plaisir, et là, on regarde pas la dépense. Je suis d'accord. Tu vois, par exemple, mes filles, on va aller à la mer, là. On va sans doute aller au Pays Basque cet été, parce que souvent on va là-bas. Et ma deuxième fille, elle aime pas l'eau salée. Donc, en fait, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut avoir une piscine. Donc, en fait, je prends une loc avec une piscine pour qu'elle puisse aller dans la piscine pendant que nous, éventuellement, on va aller se balader, on va aller prendre les vagues, quoi. Voilà. Et ça te fait pas de maux de ventre, t'es pas en train de ressasser cette décision en te disant, putain, on a pris la piscine, ça coûte plus d'argent. Non, surtout Donc, pas. tu vois, t'es quand même pas mal libéré par rapport à l'argent. Je crois. Work in progress, mais toujours work in progress. Work in progress. Et autre question importante. Donc, tu es à nouveau entrepreneur, cette fois avec une entreprise plus petite, moins complexe. Oui. Est-ce que c'est aussi un choix affirmé que de rester dans cette nouvelle forme d'entrepreneuriat dans les prochaines années, ce qu'on appelle le monde des créateurs de contenu, où on a souvent des entreprises avec peu de salariés et moins de pression financière? Écoute, je crois que j'ai appris 2 trucs de ma
mon expérience entrepreneuriale, c'est que j'ai un peu une relation d'amour-haine avec l'humain. C'est à la fois mes plus gros kiffs que j'ai vécu avec mes équipes, etc. Et en même temps, les trucs les plus durs que j'ai eu à gérer aussi, quand on se rapporte à l'humain, quoi. Parce qu'en fait, les autres sont des miroirs terribles, en fait, en tant que patron, et surtout en tant que patron qui n'a pas forcément travaillé sur lui, qui n'a pas forcément travaillé sur ce qu'il renvoie aux gens, ce que les gens lui renvoient, etc. Donc, j'ai à la fois ce truc de je vais garder une petite structure parce qu'en fait, ça me fait moins mal au dos. C'est vachement bien. En même temps, j'ai quand même pris une alternante cette année avec qui on travaille et avec qui il y a moyen de ping-ponger, tu vois, plus des freelances. Mais c'est vrai que j'ai un peu mis de côté ce truc, je crois que j'avais très envie à 30 ans, qui était d'avoir plein de gens dans une boîte, avec plein de trucs. C'était un peu ça, tu vois, le succès pour moi. Il y avait un peu ce truc de, faut avoir plein de gens autour de toi, etc. Aujourd'hui, je suis plutôt dans ce truc de, en fait, déjà, on va faire en sorte de produire des trucs qui sont cool, qui sont intéressants. Et puis, que ça rapporte de l'argent aussi, parce que ça, c'est important. Et puis, on verra par la suite, quoi. Tu vois. Donc, j'ai également 2 freelances qui travaillent avec moi sur les montages. Et moi, ça me permet aussi de me permettre de récupérer un truc fou que j'ai pas eu du tout le temps dont j'ai pas eu du tout le temps de profiter pendant 15 ans, qui est du temps. Et ça, le temps. Tu vois, là, par exemple, cet après-midi, ça ne se récupère pas. J'ai rien à foutre. Ça ne se récupère pas, le temps. Et je suis trop heureux. L'argent, ça se perd, mais ça se récupère. Le temps, ça ne se récupère pas. Et c'est, je crois, l'une des leçons aussi que j'ai prises avec la mort de mon pote, quoi, tu vois, qui est mort à 56 ans. C'est très, très jeune, quoi. Dernière question. Oui. Donc, tu sais que moi, je suis pas podcasteur comme toi. Je suis formateur, mentor, coach. Et donc, Live Mentor est une entreprise qui m'a permis d'explorer ces différentes activités depuis maintenant presque 10 ans. Et la phrase la plus brillante que j'ai entendue sur le coaching, c'est « Tu décides de coacher sur le sujet X si tu as envie toi-même de guérir sur le sujet X. » Je donne mon exemple. Moi, j'ai commencé les formations à la gestion d'entrepreneurs en 2016. J'étais un entrepreneur en échec total. Mon entreprise avait fait 50 000 euros de chiffre d'affaires en cumulé sur les 5 années d'avant. Ah oui. Ah oui, j'étais vraiment en échec. Pas mal. Pas mal. Et donc ça m'a donné en fait une rage d'apprendre, une soif de comprendre ce qui n'avait pas marché pour le transmettre à d'autres. Incroyable. Et d'ailleurs, je pense aujourd'hui être un moins bon mentor d'entrepreneur que je ne l'étais il y a quelques années. Oui, parce que tu t'étais pris les pieds dans le tapis salement, quoi. Exactement. J'ai le sentiment en t'écoutant qu'il y a quelque chose de similaire, que tu choisis les thématiques de tes podcasts parce que tu veux faire ton propre travail, ta propre guérison. Donc, oui. Première question, est-ce que c'est le cas ? Bien sûr. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais si tu veux, j'ai un podcast où je fais parler des pères de paternité, où je fais parler des mecs de masculinité, où je fais parler des personnalités de leur rapport au succès, où je fais parler des gens de leur rapport à l'argent. Et last but not least, j'ai lancé Histoire de Daronne, où je fais parler des mères de maternité et de leur rapport à être mère. Voilà. Ma question suivante, quels sont les sujets que tu as envie d'explorer durant les prochaines années ? Ah, il y en a plein. Vraiment. Et en fait, il y en a vraiment plein. Et tu vois, par exemple, j'aimerais bien explorer le sexe. On l'attend, ce podcast. Et pourquoi est-ce qu'on l'attend ? Parce que c'est très très rare les podcasts de mecs sur le cul. Ouais. Mais c'est vrai. Moi, comme toi, j'ai découvert l'écosystème. Entre nos lèvres, tous les podcasts. Jouissance Club, Orgasme et moi, tous ces comptes Instagram qui sont incroyables d'éducation sexuelle, mais toujours créés par des femmes, avec beaucoup de contenu pour les femmes, pas que, mais bien sûr. Majorité de contenu qui est pour les femmes, et que toi tu suis en tant qu'homme avec l'impression de découvrir un nouveau monde, et tu as une curiosité. Moi j'ai une curiosité incroyable pour cet univers-là. Mais j'adorerais parfois trouver
un homme comme toi à la manœuvre. Écoute, c'est décidé ou c'est en réflexion? Non, c'est en réflexion. C'est que vraiment là, tu vois, par exemple, je suis en train de me demander, est-ce que comment dire, comment je fais évoluer mon offre de podcast entre guillemets, quoi, tu vois. Et j'essaie, et là c'est intéressant, j'essaie de mettre en face un modèle économique. Là où chez Mademoiselle, franchement, il y avait toujours ce truc de ok, on va faire un truc parce qu'on a envie et que ça me fait kiffer, ou parce que ça fait kiffer quelqu'un dans la boîte et qu'en fait moi aussi ça me fait kiffer, qu'elle kiffe ou qu'il kiffe. Et puis on verra bien pour le modèle économique. Là aujourd'hui, je le fais dans l'autre sens en fait, c'est-à-dire ok, il y a histoire d'argent, effectivement il y a un sujet que j'ai envie d'aller explorer. C'est quoi les sponsors potentiels derrière? Bah il y en a plein, tu vois. Comment faire pour aller les chercher, etc., etc. Merci beaucoup Fabrice. Bah merci à toi Alex. À l'heure où on enregistre à l'heure où est diffusé cet épisode, je pense que le numéro où tu interviens, donc le numéro du magazine Odyssée dédié à l'argent sera sorti, il sera disponible à la vente à partir du lundi 4 juillet 2022. Et donc on va te retrouver dans une interview où tu partages tes apprentissages, tes découvertes, tes surprises au fil des épisodes d'Histoire d'argent. C'est ça, on va dire 10 premiers épisodes, quoi, parce que d'ici là, il y en aura eu 2-3 autres qui seront sortis, quoi. Mais ouais, effectivement. Et je tiens vraiment à te remercier parce que tu as inspiré ce numéro d'Odyssée. C'est cool. Tu l'as vraiment, vraiment inspiré. C'est en écoutant ton podcast que j'en ai parlé à Sophie, qui est donc la responsable éditoriale du magazine Odyssée, en lui disant, mais Fabrice a compris quelque chose, il a compris que l'argent, c'était une affaire de psychologie. Et donc, on va essayer de le traiter au mieux dans ce numéro en allant interviewer des entrepreneurs sur leur rapport à l'argent. On a Sébastien Adélamide, que tu connais sûrement, qui nous fait la joie du grand entretien. Et j'espère que il y aura de plus en plus de personnes qui s'intéresseront à la psychologie de l'argent comme tu le fais. Je voudrais juste finir avec une mise en garde. Il y a énormément de littérature, on en a parlé sur comment optimiser son argent, son épargne. J'ai vu, et je suis tombé moi-même j'ai vu de très nombreuses personnes tomber dans le piège dans lequel je suis aussi tombé, qui consiste à absorber cette littérature. Faut-il faire un investissement locatif? Faut-il acheter des crypto-monnaies? Faut-il placer son argent en bourse sur X ou Y? Et au final, vous commencez à passer plusieurs heures par jour à compter centime par centime, euro par euro, dizaines d'euros, et vous ne travaillez pas sur ce dont tu as parlé durant tout cet épisode. Et ce travail de fond, il est 1000 fois plus important que de trouver la prochaine action qui va cartonner en bourse. Donc, merci d'avoir lancé le mouvement. Nous, on contribue avec un numéro de magazine, mais toi, j'espère que tu vas continuer très longtemps ce podcast. Oui. Je compte bien. Et... on verra, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais fait le tour, tu vois. Je dirais, ok, on a fait le tour, comment on fait pour faire évoluer l'histoire d'argent d'une manière ou d'une autre, quoi. Si tu organises en tout cas des conférences, des séminaires sur le sujet, je serai le premier à m'inscrire. Wouhou! Et ça, je pense que ça aiderait beaucoup de gens. Ok, merci beaucoup. Mais merci à toi. Des bisous.